Jules Verne, un hivernage dans les glaces. Chapitre 8, plan d'exploration. Le 9 octobre, Jean Cornbutte tint conseil pour dresser le plan de ses opérations, et afin que la solidarité augmentât le zèle et le courage de chacun, il y admit tout l'équipage. La carte en main, il exposa nettement la situation présente. La côte orientale du Groenland s'avance perpendiculairement vers le nord. Les découvertes des navigateurs ont donné la limite exacte de ces parages. Dans cet espace de 500 lieues qui sépare le Groenland de Spitzberg, aucune terre n'avait été encore reconnue. Une seule île, l'île Shannon, se trouvait à une centaine de milles dans le nord de la baie de Gaelhamsk, où la jeune Hardy allait hiverner. Si donc le navire norvégien, suivant toutes les probabilités, avait été entraîné dans cette direction, en supposant qu'il n'eût pu atteindre l'île Shannon, c'était là que Louis Cornbutte et les naufragés avaient dû chercher asile pour l'hiver. Cet avis prévalut, malgré l'opposition d'André Vasling, et il fut décidé que l'on dirigerait les explorations du côté de l'île Shannon. Les dispositions furent immédiatement commencées. On s'était procuré sur la côte de Norvège un traîneau fait à la manière des Esquimaux, construit en planches recourbées à l'avant et à l'arrière, et qui fut propre à glisser sur la neige et sur la glace. Il avait 12 pieds de long sur 4 de large, et pouvait, en conséquence, porter des provisions pour plusieurs semaines au besoin. Fidel Mason l'eut bientôt mis en état, et il y travailla dans le magasin de neige où ses outils avaient été transportés. Pour la première fois, on établit un poêle à charbon dans ce magasin, car tout travail eût été impossible sans cela. Le tuyau du poêle sortait par un des murs latéraux, au moyen d'un trou percé dans la neige. Mais il résultait un grave inconvénient de cette disposition, car la chaleur du tuyau faisait fondre peu à peu la neige à l'endroit où elle était en contact avec elle, et l'ouverture s'agrandissait sensiblement. Jean Cornbutte imagina d'entourer cette portion du tuyau d'une toile métallique, dont la propriété est d'empêcher la chaleur de passer, ce qui réussit complètement. Pendant que Mason travaillait au traîneau, Penellan, aidé de Marie, préparait les vêtements de rechange pour la route. Les bottes de peau de phoque étaient heureusement en grand nombre. Jean Cornbutte et André Vasling s'occupèrent des provisions. Ils choisirent un petit baril d'esprit de vin destiné à chauffer un réchaud portatif. Des réserves de thé et de café furent prises en quantité suffisante. Une petite caisse de biscuits, 200 livres de pemmican et quelques gourdes d'eau-de-vie complétèrent la partie alimentaire. La chasse devait fournir chaque jour des provisions fraîches. Une certaine quantité de poudre fut divisée dans plusieurs sacs. La boussole, le sextant et la longue-vue furent mis à l'abri de tout choc. Le 11 octobre, le soleil ne reparut pas au-dessus de l'horizon. On fut obligé d'avoir une lampe continuellement allumée dans le logement de l'équipage. Il n'y avait plus de temps à perdre, il fallait commencer les explorations. Et voici pourquoi. Au mois de janvier, le froid deviendrait tel qu'il ne serait plus possible de mettre le pied dehors sans péril pour la vie. Pendant 2 mois au moins, l'équipage serait condamné au casernement le plus complet. Puis le dégel commencerait ensuite et se prolongerait jusqu'à l'époque où le navire devrait quitter les glaces. Ce dégel empêcherait forcément toute exploration. D'un autre côté, si Louis Cornbutte et ses compagnons existaient encore, il n'était pas probable qu'ils pussent résister aux rigueurs d'un hiver arctique. Il fallait donc les sauver auparavant, ou tout espoir serait perdu. André Vasling savait tout cela mieux que personne. Aussi résolut-il d'apporter de nombreux obstacles à cette expédition. Les préparatifs du voyage furent achevés vers le 20 octobre. Il s'agit alors de choisir les hommes qui en feraient partie. La jeune fille ne devait pas quitter la garde de Jean Cornbutte ou de Penellan. Or, ni l'un ni l'autre ne pouvaient manquer à la caravane. La question fut donc de savoir si Marie pourrait supporter les fatigues d'un pareil voyage. Jusqu'ici, elle avait passé par de rudes épreuves sans trop en souffrir, car c'était une fille de marin habituée dès son enfance aux fatigues de la mer. Et vraiment, Penellan ne s'effrayait pas de la voir au milieu de ces climats affreux, luttant contre les dangers des mers polaires.
On décida donc, après de longues discussions, que la jeune fille accompagnerait l'expédition, et qu'il lui serait au besoin réservé une place dans le traîneau, sur lequel on construisit une petite hutte en bois, hermétiquement fermée. Quant à Marie, elle fut au comble de ses vœux, car il lui répugnait d'être éloignée de ses deux protecteurs. L'expédition fut donc ainsi formée: Marie, Jean Cornbutte, Penellan, André Vasling, Opic et Fidèle Mison. Alain Turquiette demeura spécialement chargé de la garde du brick, sur lequel restaient Gervic et Gradelin. De nouvelles provisions de toutes sortes furent emportées, car Jean Cornbutte, afin de pousser l'exploration aussi loin que possible, avait résolu de faire des dépôts le long de sa route, tous les 7 ou 8 jours de marche. Dès que le traîneau fut prêt, on le chargea immédiatement, et il fut recouvert d'une tente de peau de buffle. Le tout formait un poids d'environ 700 livres, qu'un attelage de 5 chiens pouvait aisément traîner sur la glace. Le 22 octobre, suivant les prévisions du capitaine, un changement soudain se manifesta dans la température. Le ciel s'éclaircit, les étoiles jetèrent un éclat extrêmement vif, et la lune brilla au-dessus de l'horizon pour ne plus le quitter pendant une quinzaine de jours. Le thermomètre était descendu à 25 degrés au-dessous de zéro. Le départ fut fixé au lendemain. Pour connaître la suite de l'histoire, rendez-vous au chapitre 9. Vous pouvez retrouver Histoire et poésie sur ma chaîne Entendre lire.